Bonjour Charles-Henri, je suis ravi de te retrouver. Hello Rachid, Tu vas bien? ça va bien, merci et toi? Ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je te sais très occupé. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur les questions que j'ai à poser pour faire un petit tour de table de ce qui s'est passé depuis la semaine dernière sur le Japon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans les grandes lignes, finalement, ce qui s'est passé, hein, aussi soudainement, on va dire, même si quelque part, on a bien vu que le Japon prévenait depuis quelques temps, hein, notamment le gouverneur du Japon, qu'il allait relever les taux. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette débandade un petit peu sur les marchés? Bon, deux choses. Ça fait longtemps que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un repli des marchés parce que c'était peut-être un peu trop beau en fait, hein, Oui. la forte hausse qu'on a eue avec un nombre de jours sans baisse de 2% du S&P 500 qui commençait à être vraiment très très longue. Et donc, on a commencé à voir fin juillet déjà, il y a eu quelques petites séances compliquées. Et là, effectivement, il y a eu un gros coup de tabac lundi. Mhm. Donc ça, quelque part, voilà, on s'y attendait. Et puis deuxième point, alors comme c'est souvent le cas, il y a une quantité en fait d'explications qui est fournie. Et puis c'est un peu comme un crash d'avion, hein. En général, un crash d'avion, ça intervient quand tu as du mauvais temps, plus un problème mécanique, plus un pilote qui prend pas forcément la bonne décision, etc., etc. Donc c'est souvent en fait une convergence d'éléments. Mais je vais quand même me concentrer sur une explication. Et Mhm. d'ailleurs, on avait écrit là-dessus il y a déjà 2 ans, comme quoi, même quand tu perçois en fait un risque, il ne faut pas non plus être trop concentré parce que depuis 2 ans, en fait, le marché n'a fait que monter. Et Ouais. on parlait à l'époque de ce risque, en fait, le titre en fait, de l'article, c'était Est-ce que la Banque du Japon a créé un monstre? Et donc, en fait, le monstre dont on parlait, c'est ce qui s'appelle le carry trade, donc c'est les opérations de portage. J'ai essayé d'expliquer ça en quelques secondes. Donc, en fait, la Banque centrale du Japon, ça fait maintenant presque 30 ans qu'elle pratique une politique monétaire à taux zéro, voire légèrement négatif, avec un peu ça des fondamentaux qui laissent présager en fait un possible affaiblissement continu de leur devise. Et donc, ça, c'est un jeu d'enfant pour plein d'investisseurs qui veulent spéculer et donc qui veulent emprunter. Ils se disent, je vais emprunter en yens puisque ça ne me coûte rien. Et en plus de ça, la devise a peu de chances en fait de monter, donc j'emprunte. Et puis, avec cet emprunt gratis, quelque part gratuit, j'investis dans, par exemple, du dollar sur lequel il y a un taux d'intérêt positif, ou alors sur des devises qui payent encore plus de taux d'intérêt, comme le dollar australien, le kiwi néo-zélandais, le real brésilien, le peso mexicain, etc. J'en passe, et des meilleurs. Ou alors même, pourquoi pas, des actifs risqués, comme par exemple les titres technologiques américains du Nasdaq, pourquoi pas des cryptos, etc. Donc, du coup, il y a une quantité en fait d'investisseurs qui ont exactement cette stratégie. Ils empruntent en yens et ils investissent ou sur des produits à rendement ou sur des produits risqués. Et on parle d'une opération en fait d'emprunt et donc quelque part effet de levier sur les actifs dont j'ai décrit, qui est estimé aux alentours de 4 trillions de dollars. Donc voilà, jusque-là, tout va bien, tout le monde en fait se sert. D'ailleurs, il y a une espèce de phénomène qui s'entretient, c'est-à-dire plus en fait on gagne dessus, plus on continue d'emprunter en yens pour jouer cette stratégie. Avec l'aide, pourquoi pas, d'algo, d'un effet de levier encore multiplié, etc. Exactement, d'accord. Voilà. Et donc, jusque-là, cette année, pareil, ce trade, il était vraiment très payant parce qu'en plus ça, le yen n'arrêtait pas de baisser. D'abord, on s'interrogeait à 130 yens contre dollar, 140, 150, 160. Et puis, ça commençait à devenir un problème pour le Japon parce que quand tu as une devise en fait, qui se déprécie et que tu as un problème qui commence à venir en fin d'inflation, tu crées encore plus d'inflation importée. Et donc, ça pèse en fait sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et puis, en fait, tu es dans une espèce d'engrenage. Et je rappelle un peu le pourquoi en fait cet affaiblissement du yen, c'est que en fait, le Japon a une dette colossale, c'est 250% du PIB. Et donc, ils doivent éviter à tout prix en fait que les taux d'intérêt montent. Et donc, même s'il y a de l'inflation, en fait, ils ont laissé une politique à taux zéro pendant très longtemps pour pas avoir trop de charges d'intérêt. Et donc, c'est ce qui a entretenu en fait ces opérations de portage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, confluence de deux éléments. Tout d'abord, la Réserve fédérale américaine
avec voilà, Jérôme Powell qui indique très clairement qu'il est ouvert à une baisse des taux en septembre. Je rappelle, ça fait maintenant très longtemps qu'on n'a pas vu de hausse des taux. Tout ça corroboré par un rapport de l'emploi vendredi qui laisse présager en fait une économie américaine qui est effectivement en train de ralentir, et tout d'un coup le marché commence à dire en fait c'est pas une hausse de taux qu'on va voir cette année, c'est 2, 3, 4, voire même 5. Donc du coup, évidemment, le fait que le marché s'attend à plusieurs baisses de taux, ça fait baisser le dollar. Et pendant ce temps-là, jeudi 1er août, le Ueda, donc le gouverneur de la Banque centrale du Japon, annonce lui une hausse des taux. Alors ridicule, de 10 points de base, donc 0,1 à 25 points de base, c'est-à-dire 0,25. On parle de 0,15% de différence. Mais il ouvre aussi, pourquoi pas, la porte à d'autres hausses de taux. Et donc tout d'un coup, tous ceux qui ont des opérations de portage, ils se disent attends, là il y a un souci là parce que ça veut dire que potentiellement l'yen peut se raffermir. En plus de ça, je vais commencer à payer sur mes taux d'intérêt et tout le monde commence à se ruer en même temps à la porte de sortie, c'est-à-dire en train de dire tiens, je vais un peu rembourser mes emprunts en yens et pour rembourser, il faut que je vende mes actifs risqués. Tout ça fait que tout d'un coup le yen commence à s'emballer, à monter, monter, monter. Plus il monte, et plus, en fait, certains qui, pourtant, voulaient tenir le coup, ne peuvent plus tenir parce qu'ils ont des appels de marge, le tout entretenu par des algos qui, eux, n'ont pas le temps de réfléchir et vendent automatiquement, plus aussi un phénomène de liquidité quand même relativement faible parce qu'on est en été, on est début août, voilà, beaucoup de gens sont en vacances et tout. Donc, en fait, tout d'un coup, voilà, ça crée des conditions très spéciales qui fait qu'on a une baisse de 12% du Nikkei. Et puis, avec, par effet de ricochet, en fait, plus les opérations de portage se débouclent et plus les investisseurs vendent en fait tout ce qui a monté jusqu'à maintenant. Donc, les 7 magnifiques, Nvidia, Amazon, Apple, j'en passe, c'est des meilleurs, les cryptos, et puis les devises en fait à rendement élevé. Donc, on a une espèce de phénomène mondial en fait de vente d'actifs risqués et qui est en fait déclenché par un élément technique quelque part. D'accord, très bien. Alors, du coup, il me vient une question comme ça, c'est finalement, c'est des traders qui organisent leurs opérations de carry trade, ils n'ont pas vu venir ça on savait tous que le risque était là. Une fois de plus, de notre côté, on l'a mis par écrit il y a 2 ans avec une espèce de tête de Godzilla en disant voilà, il y a un monstre qui est là. On sait tous que le monstre est là. Ouais. Mais pendant ce temps-là, je rappelle, on a écrit ça en juin 2022. Entre juin 2022 et aujourd'hui, il y a une hausse monstrueuse du Nasdaq, du Nikkei, etc., etc. Donc, vous savez tous que ce risque-là. Après, il y a quelque part des stop-loss, il y a des garde-fous. Mais le problème, c'est que il y a une porte de sortie, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que tout le monde va à la porte de sortie au même moment. Et voilà. Et donc, on a tous ceux qui avaient surtout des positions avec effet de levier, parce que dans ces cas-là, le pire, c'est l'effet de levier. Si tu n'as pas de levier et que tu es comme nous, les investisseurs traditionnels qui font ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire qu'on achète et puis on reste en fait sur nos convictions, on n'est pas des vendeurs forcés. Le problème, c'est les vendeurs forcés parce que quand tu as du levier, il y a les appels de marge, et puis les appels de marge, tu vends tout en fait. Tu vends tout ce qui est liquide pour couvrir tes appels de marge. Justement, est-ce que c'est pas ça qui a expliqué la baisse de l'or? Exactement. Alors ça, c'est le meilleur exemple. Parce que l'or, normalement, il doit monter. Je veux dire, quand tu as l'indice et la deuxième plus grande forte hausse de l'histoire, le Nikkei qui s'effondre, normalement, l'or, il doit monter. Mais l'or, ça fait partie, en tout cas, ceux qui ont des ETF ou des futurs sur l'or, quand il y a le téléphone qui sonne en disant monsieur, madame, couvrez votre emprunt en yens, il faut qu'ils vendent. L'or, ça fait partie en fait des candidats à la vente. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a eu une baisse de 1,5% de l'or, alors même que le dollar baissait, alors même que c'était un peu la panique. Donc, c'est le meilleur exemple. Et donc, d'ailleurs, pour estimer quand ce débouclement d'opérations de portage prend fin, on verra quand les marchés sont un peu plus rationnels, ce qui est un peu ce qu'on voit ces dernières heures d'ailleurs. Quand les marchés seront un peu plus rationnels, on aura des comportements un peu plus rationnels. Alors justement, je vais venir, j'ai 2 questions. La première là tout de suite, c'est est-ce que
Le Bitcoin également, qui s'est pas mal effondré, hein, je dirais en même temps que l'or. Finalement, on n'arrête pas de dire que le Bitcoin, c'est le futur or numérique, hein, qui va vraiment servir de valeur refuge. Et finalement, non, on s'est rendu compte que non, en cas de panique, il s'est effondré. Et donc, il a perdu beaucoup. Il s'est effondré, j'exagère, mais il a quand même perdu beaucoup. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pour les mêmes raisons que l'or ou est-ce qu'il y a une autre raison derrière? Et quelle est la réponse que tu pourrais nous apporter? Bon, alors je vais répondre en deux temps. Premièrement, depuis le début de l'année, en fait, les deux meilleures performances en termes d'actifs, c'est le Bitcoin, de l'or. Donc, c'est quand même une année, en fait, qui est pour l'instant porteuse pour ce qu'on appelle les store of values, les valeurs, en fait, quelque part refuge. Évidemment, le Bitcoin est beaucoup plus volatile que l'or. Le Bitcoin est aussi très liquide. Et donc, ça veut dire que le Bitcoin a aussi profité, en fait, d'opérations à portage. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de… Si tu es convaincu, en fait, que le Bitcoin va monter très haut, si tu peux emprunter à zéro, je veux dire, c'est un trade qui fait du sens. Donc, le Bitcoin était sur la patte longue du trade. Je vais long, actif risqué, short yen, quelque part. Donc, forcément, il fait partie des victimes quand il y a un débouclage. Et puis, deuxièmement, il est quand même… c'est facile à vendre. Tu peux même le vendre le week-end, la nuit. Donc, c'est toujours, en fait, le premier, quelque part, à être vendu. Quand il y avait l'attaque de l'Iran sur Israël, celui qui avait le plus souffert la nuit, parce que c'était le seul qui était à traiter, c'était le Bitcoin. Donc, c'est une source de cash quand on a besoin. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'opérations à effet de levier dessus. C'est très leveragé. Donc, voilà, il n'a pas résisté, en fait, au mouvement, mais ça reste quand même la meilleure performance depuis le début de l'année. Et puis, ces derniers jours, on a vu quand même un rebond assez conséquent puisqu'on traitait en dessous des 50 000 lundi, et à l'heure à laquelle on se parle, il est revenu vers 58 000. Donc, voilà, ceux qui ont eu le courage de remettre une petite pièce dessus, voilà. Et alors, hier, JP Morgan expliquait que 50% des dépositions avaient été débouclées. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu as publié la mise à jour indiquant que 75% des dépositions de carry trade avaient été débouclées. Donc, si on attend demain, j'imagine qu'on sera à 100%. Et il se trouve que le gouverneur de la Banque du Japon a indiqué qu'il ne remonterait pas les taux si le marché n'était pas plus stable. Est-ce que ça sous-entend qu'une fois que les opérations de carry trade seront débouclées à 100%, est-ce que ça sous-entend qu'il va finalement remonter à nouveau les taux et qu'il n'y aura plus de risque justement d'appel de marge qu'on a pu le voir là? Alors, premièrement, concernant le débouclement des opérations de portage, c'est très difficile à estimer. Parce que JP Morgan a parlé de 75% d'opérations déjà débouclées aujourd'hui. Hier, c'est 50%. Est-ce qu'on est sûr qu'on est passé de 50 à 75% aussi rapidement? C'est pas si évident. UBS semble rester sur 50% d'estimé. Goldman, lui, a montré qu'on est passé de très net short sur l'yen à maintenant net long. Donc, c'est possible que, vu en fait la violence en fait des ventes, qu'il y ait effectivement beaucoup de débouclements dès lundi. Ça, c'est très possible. Mais est-ce que les 4 trillions de dollars dont je parlais tout à l'heure ont été complètement débouclés? Ça me semble difficile à estimer, en tout cas. Et puis sinon, il ne faut pas oublier que quand tu prends un taux de change, par exemple le dollar yen, il y a deux côtés du trade, en fait. Il y a le dollar et il y a l'yen. Et donc, du côté dollar, la semaine dernière, on avait eu un très mauvais chiffre sur le marché de l'emploi et un très mauvais chiffre aussi sur ce qui s'appelle l'ISM manufacturier. C'est une enquête, en fait, qui est menée auprès de certains directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. Et donc, c'est aussi ça qui a fait baisser le dollar, monter le yen. C'est que tout d'un coup, les gens se disent « Ouh là là, mais l'économie américaine, elle est en train de ralentir, mon Dieu, hard landing, etc. » Et donc là, il suffirait, en fait, qu'on ait quelques bonnes nouvelles, enfin, disons moins mauvaises nouvelles au niveau macro-US, pour, en fait, relâcher un peu la pression vendeuse sur le dollar. Et c'est ce qu'on voit, en fait, déjà cette semaine, puisque lundi, on a eu l'enquête ISM du secteur des services, qui va beaucoup mieux que le secteur manufacturier. Et là, il y avait une claire indication, en fait, que l'économie américaine, en fait, elle se porte toujours plutôt bien. Alors, on va plus vers ce qui s'appelle un atterrissage en douceur qu'un atterrissage violent, en fait, de la croissance économique américaine. Et puis là, on vient d'avoir un chiffre de l'emploi avec ce qui s'appelle jobless claims.
Et en fait, il y a beaucoup moins de gens qui réclament en fait des allocations chômage que ce qui était prévu. Donc, en fait, ça veut dire que le marché de l'emploi, il n'est pas en si mauvais état. Donc, tout ça pour dire que du côté de dollar, en fait, on a peut-être un peu, ça est en train de calmer le jeu. Après, du côté de la Banque centrale du Japon, c'est la question, est-ce que du coup, là, effectivement, ils ont commencé à dire, en fait, ils ont déjà commencé à paniquer parce que, évidemment, un marché action qui s'effondre, c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Un yen qui se renforce tout d'un coup brutalement, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour les sociétés exportatrices du Japon. Et donc, du coup, ils ont commencé à calmer les gens en disant, ouh là là, mais non, si ça crée en fait des vagues, vous inquiétez pas, on va pas relever les taux de sitôt, etc. Bon, moi, ma lecture là-dessus, c'est que de toute façon, si tu regardes le long terme, quand tu as 250% de dette sur PIB, faut pas rêver. Tu peux pas monter les taux trop vite, trop haut, parce que sinon, tu crées un gros problème, en fait, de charge d'intérêt. Et puis aussi, ben, il ne faut pas oublier, voilà, les banques ont certainement aussi des emprunts gouvernementaux au bilan. Enfin, tu peux créer des pertes latentes. Enfin, c'est pas si simple, quoi. Hein. C'est pas si simple de sortir, en fait, de ce système. Et donc, je pense pas que le débouclage de carry trade soit fini. Il est possible qu'on ait quelques secousses supplémentaires. Je pense que la volatilité va rester cet été. En fait, c'est un briquet. En fait, c'est pas seulement technique, il y a aussi un côté, il y a une espèce de changement en fait les marchés n'aiment pas trop le changement, n'aiment pas trop aussi l'incertitude. On voit, ça bascule un petit peu là. C'est-à-dire qu'on sait que l'économie américaine qui était très forte commence à ralentir. On ne sait pas est-ce qu'elle ralentit beaucoup, est-ce qu'elle ralentit un peu. Et puis, on a le Japon qui change de politique monétaire. Donc, ça fait deux changements en même temps. Ça crée un premier stress, mais ça peut très bien recréer un stress dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais sur le long terme, alors je ne dis pas que la situation d'endettement aux États-Unis est bien meilleure qu'au Japon. Ils vont aussi avoir un jour un problème de dette. Mais la dette japonaise est très clairement beaucoup plus élevée qu'ailleurs en termes de poids par rapport au PIB. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils ont aussi gardé cette politique monétaire quelque part à l'inverse en fait de ce qui se fait ailleurs. Regarde, la semaine dernière, on a la Banque d'Angleterre qui a baissé les taux et le même jour, on a la Banque centrale du Japon qui montait parce qu'ils sont très en retard. Mais il y a une raison à ça. C'est qu'ils sont restés en fait très, disons, permissifs sur la politique monétaire parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix du fait de la charge en fait de la dette. Alors, je vais te poser une question par rapport à ce que tu viens de me dire. Je me dis, certes, la charge de la dette est importante. Le premier point, c'est qu'elle est détenue par la population, pas par les investisseurs étrangers. En tout cas, c'est de notoriété. Hein, la dette japonaise n'est pas détenue par les investisseurs étrangers. Et donc, ils peuvent se permettre de la maintenir, justement, enfin, de l'avoir à ces niveaux. Surtout que je pense que c'était à peu près autour de 2008, je pense, de mémoire, elle était au-dessus des 400% de PIB. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était ça. Et je me dis d'un côté, et moi si je me trompe, mais si ils ne remontent pas les taux, bah, ils doivent. Comment est-ce qu'ils peuvent. Quel est leur moyen finalement de combattre l'inflation? Parce qu'on sait, quand on a une inflation, monter les taux, moi, c'est le seul moyen que je vois. S'ils ne le font pas et que l'inflation augmente, ils doivent finalement augmenter leur dette sur leur PIB. Donc l'équilibre, quelque part, il est un peu compliqué. Et aussi, tu parles des sociétés d'exportation qui souffrent. Mais quel est le plus dur finalement? Parce que tu as parlé tout à l'heure d'équilibre. Quel est le plus dur hein, finalement? Parce que certes, les exportations souffrent, mais la consommation locale aussi souffre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce point précisément? Bon, déjà, en fait, ce qui se passe au Japon, c'est un laboratoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le premier, c'est la première grande puissance en fait qui a été à fond dans ce qui s'appelle l'assouplissement quantitatif. Oui, ça. Et en fait, il crée quelque part un endettement gigantesque parce qu'en fait, ils impriment de la monnaie. Ils impriment. Oubliez que la Banque du Japon, elle détient, ce que tu disais, elle est détenue au Japon, oui, mais elle est surtout aussi détenue par la Banque centrale du Japon. C'est-à-dire que tu as le gouvernement japonais qui émet de la dette, puis c'est la Banque centrale qui la rachète. Jusqu'à 50% actuellement. 50% est détenu. D'accord. La Banque centrale du Japon. Donc, en fait, ils monétisent leur dette. Et évidemment qu'il y a un prix à payer à ça, parce que du coup, tu crées en fait un monstre, effectivement, d'endettement. Et donc, en fait, la seule manière de tenir le choc sur le long terme, surtout on veut ça quand tu as des problèmes démographiques comme ils ont, c'est en fait, créer ce qui s'appelle la répression financière. C'est-à-dire que tu mets en place, en fait, des taux d'intérêt réels négatifs.
si tu as beaucoup de dettes, imagine même un particulier, si en fait tu arrives à faire croître quelque part tes revenus plus vite que ta charge d'intérêt, même si tu as de la dette, tu es OK. Donc, c'est un peu ce que peut faire le gouvernement, en fait, avec un taux d'intérêt réel négatif. C'est-à-dire qu'ils arrivent, en fait, à maintenir la tête au-dessus de l'eau. Donc, tu n'as pas le choix, en fait, quand tu es dans un contexte comme celui-ci. Et avant, je disais que c'est un laboratoire, parce qu'en fait, les autres pays développés, en tout cas la plupart d'entre eux, suivent cette voie. Il y a l'endettement américain. Et là, c'est pareil, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des taux réels, d'intérêt réel qui soient trop hauts. Et la charge de la dette est déjà très haute. Et donc, ils vont devoir en fait mettre en place un système qui fait que même quand il y a de l'inflation, en fait, ils ne vont pas monter trop haut les taux. Comme ça leur permet d'être au taux d'intérêt réel négatif, ou en tout cas très bas. Et donc, comme ça, ils maintiennent en fait la situation à flot. Mais tu peux aussi appliquer ça à la plupart des pays européens, par exemple. D'accord, très bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es investisseur, quand tu es consommateur, ça veut dire qu'en fait, tu fais face à de la perte du pouvoir d'achat. Donc, tu as 3 possibilités. La première, c'est que tu consommes tout de suite, parce que tu te dis que demain, ça sera plus cher, donc autant claquer. Exactement. Deuxièmement, tu investis dans les actifs risqués, donc les actions, la pierre. Ça permet de protéger en fait ton pouvoir d'achat. Ou sinon, tu vas dans ce qui s'appelle les store of values, donc l'or et pourquoi pas le bitcoin si tu as de l'appétence pour l'or digital. C'est les 3 possibilités qui te sont offertes et c'est un peu ce qui pend au nez en fait à la plupart des consommateurs, des investisseurs dans les pays développés parce que la dette, elle fait que monter. Et il n'y a pas d'autre choix, je dirais. Et là, on est pas oublier que la dette, elle monte alors même que l'économie mondiale se porte plutôt bien. Donc, imagine à la prochaine récession, en fait, le money printing, hein, la Chine a imprimé de l'argent, elle va tourner à plein pot. Avec évidemment la tentation pour les gouvernements de continuer à émettre de la dette. Ouais. Pour moi, ça ne peut que mal finir. Ouais, mais oui et non. C'est un scénario qui est plutôt en fait favorable aux actifs risqués. Il n'y a pas vraiment le choix en fait. Donc, c'est pas. Je pense pas que non plus en tant qu'investisseur. Quand tu investis, tu fais pas de la philosophie en fait. Tu dois en fait avoir une stratégie qui correspond au contexte. Donc, alors si tu es par exemple sur du franc suisse comme chez nous, il y a beaucoup d'inflation. Donc, tu peux te permettre en fait d'avoir une partie de cash. Tu n'es pas obligé de dépenser tout de suite parce que voilà, les biens et les services coûtent pas beaucoup plus cher en fait l'année d'après. Donc, tu peux avoir une stratégie en fonction. Si dans un pays en fait où tu as des taux d'intérêt réels négatifs, où tu as l'hyperinflation, regarde la Turquie. Dans la Turquie, tu as beaucoup d'inflation. Et le meilleur moyen en fait de te protéger, c'est investir dans l'immobilier et les marchés d'actions. Et d'ailleurs, malgré tous les problèmes de la Turquie, les marchés d'actions sont super bien comportés et l'immobilier turc se comporte très bien aussi. Donc, en fait, t'es pas là pour refaire en fait la macro. Tu dois te dire, ok, voilà, ça c'est le contexte. Ma devise de référence c'est X, Y, Z, et donc je m'ajuste et j'investis en fonction. Je comprends, très bien, je comprends. Question suivante. Du coup, je vois qu'il est 16h01. Tu as encore un peu de temps ou est-ce qu'on arrête là? On prend une dernière. Alors. Ouais. Une dernière. Alors, quelle je vais bien pouvoir te poser? Ouais, je te laisse choisir à la limite. Est-ce que tu veux parler du VIX? Est-ce que tu veux parler de la règle de Sam? Est-ce que tu veux parler non, du VIX ou de la règle de Sam? Et des trillions, tu parlais de 4 trillions et sur Internet, il y a quand même beaucoup d'infos qui ont circulé sur 20 trillions. Peut-être que tu as une préférence entre ça. Non, je vais plutôt aller sur le VIX alors. Ouais, VIX, ok, d'accord. Alors, pour une dernière question, si tu permets, ça concerne le VIX. Alors, il a connu un rebond absolument violent, hein, où
où justement on a eu cette débandade sur les marchés. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que c'est quand même un des rebonds historiquement les plus forts hein, qu'il a connus. Et aussi, pourquoi est-ce que j'ai quand même constaté que, en tout cas au moins un des sous-jacents du VIX n'a vraiment pas bougé. Alors, qu'est-ce qui fait que le VIX va bouger, mais que les sous-jacents, par exemple en ETF du VIX, eux, ne bougent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas censés réagir ou est-ce qu'ils mettent un peu plus de temps et que finalement, comme il y a eu cette accalmie hein, dans les jours qui ont suivi, bah, finalement, peut-être que les sous-jacents n'ont pas eu le temps de bouger. En tout cas, c'est comme je le comprends. Je pense que là, il n'y a pas eu la possibilité en fait, d'ajustement, mais sur le VIX lui-même, c'est vrai que c'était très spectaculaire puisque en termes de hausse journalière, c'est la deuxième plus forte hausse de l'histoire. En termes de niveau du VIX, il n'y a que 2 fois dans l'histoire en fait, où ça a été plus haut. La première, c'est la grande crise financière de 2008. La deuxième, c'était en pleine crise du Covid au mois de mars. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a vu là, c'était plus haut que le niveau du VIX, c'était plus haut, par exemple, que lorsqu'il y a eu le 11 septembre, ou d'autres éléments assez sérieux. Et donc là, ça a vraiment été traité comme une panique vraiment absolue, quoi. Et ça, c'est assez surprenant parce que c'est pas non plus que l'indice à S&P, je crois, ce lundi, quand on a eu un VIX 65, on clôturait à un tout petit peu mieux que moins 3%, donc c'était pas non plus exagéré. Et donc, c'était assez étonnant. Et alors, effectivement, le VIX, hein, on appelle ça l'indice de la peur, c'est-à-dire que quand, par exemple, le VIX est à 12, ça veut dire que tout le monde est super confiant. C'était le cas pendant les 7 premiers mois de l'année. On était aussi entre en gros 11 et 15, un truc comme ça. Relax. Et puis là, tout d'un coup, on monte à 65, ça veut dire qu'effectivement, il y a de la peur. Et je rappelle qu'il est calculé en fait sur la volatilité implicite des options. Et en fait, cette volatilité implicite, en fait, elle monte quand les gens sont très, les investisseurs sont très demandeurs en fait d'optionnalité pour se couvrir notamment. Et ce qui s'est passé, c'est que devant en fait la brutalité, la soudaineté en fait de ce débouclement d'opérations de portage, et comme personne ne savait en fait jusqu'où ça pouvait aller, il y a plein d'opérateurs qui ont acheté en fait des options put. Donc c'est une protection, hein, c'est une espèce d'assurance contre la baisse, tous en même temps, à n'importe quel prix. Et donc du coup, c'est ça qui a fait monter très fortement la volatilité implicite et donc le VIX. Mais on voit après, il est retombé assez vite en fait, un peu comme un soufflet. On n'est pas revenu à des niveaux de ce qu'on appelle de complaisance, qui sont bien en dessous de 20. On est resté à des niveaux quand même de léger stress, plutôt vers autour des 25. Mais le niveau 65, c'est vrai que c'était très étonnant, mais voilà, c'était ce qu'on appelle une correction technique en fait. Donc, nous, en tout cas, c'est notre lecture. On assiste actuellement à une correction technique qui peut peut-être un jour déboucher sur une correction fondamentale, ça on verra. Mais pour l'instant, c'est technique. Et quand c'est technique, dans un mois d'août où il n'y a pas beaucoup de liquidité, voilà, il y a plusieurs phénomènes qui sont un peu étonnants. Et c'est le cas en fait de ce qui s'est passé sur le VIX. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton intervention. C'est toujours un plaisir. C'est moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Trop plaisir de nous retrouver pour une prochaine vidéo, Charles-Henri. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.